Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que la Polycloud se passe bien pour vous. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le MLOps. Euh, bon, petite présentation rapidement. Je m'appelle Alexandre Gomez. J'ai été élève à Polytech. Je travaille pour une boîte allemande maintenant qui s'appelle Elevate, où je fais du DevOps et du MLOps en gros. Voilà. Fin de la présentation. Euh, donc du coup, de petits disclaimers vite fait, ce talk ça vient d'un cours de 15 heures dans lequel on voit vraiment beaucoup de sujets sur le MLOps, etc. J'ai essayé de condenser un petit peu tout ça dans un talk de 50 minutes. Probablement qu'il y a des trucs qu'on n'aura pas le temps de voir ou des trucs qui seront un petit peu rushés. Ne m'en voulez pas. L'objectif surtout de ce talk, c'est de vous expliquer un concept que probablement il y a une bonne partie d'entre vous qui ne connaissent pas. Et ensuite derrière de vous planter la petite graine dans votre cerveau de ah c'est stylé et si j'allais voir un petit peu plus loin. Voilà, c'est l'objectif de ce talk là. Donc je disais le MLOps. Je pense que vous avez tous capté que ça vient de ML pour machine learning et Ops pour opérationnel. En réalité, pour faire un tout petit point historique très rapide, quand on a commencé à faire tourner des modèles de machine learning au tout début, on ne savait pas trop comment les faire tourner, et donc on les wrappait dans des interfaces HTTP et on les mettait à disposition. Sauf qu'en faisant ça, on s'est rendu compte en fait que c'était super dur de maintenir le modèle et qu'il y avait plein de problématiques inhérentes au machine learning qui rentraient en compte. Donc on s'est dit, pour un software classique, on a déjà réussi à résoudre un petit peu ce problème-là de accompagner tout au long du cycle de vie du software, l'accompagner tout au long de son cycle de vie, donc de la conception au testing, mise en production, monitoring et rebelote. Donc vraiment l'objectif, l'essence même du concept de MLOps, ça a été de dire on va essayer d'appliquer ce fameux cycle de vie pour des modèles de machine learning. Néanmoins, les modèles de machine learning, ça vient un peu avec ses propres problématiques. Ah oui, alors c'est vrai que j'avais un petit tableau vite fait qui faisait une petite comparaison entre le DevOps et le MLOps. Comme j'ai dit, le but c'est exactement le même. Essayer d'établir un cycle de vie pour notre modèle de machine learning. Derrière nos utilisateurs en tant qu'ingénieur MLOps, ça ne va pas être des software engineers, mais ça va plus être des data scientists, machine learning engineers, etc. On va garder tous les concepts de CI/CD parce qu'on a du code HIP, code qui sert à entraîner notre modèle. On va y rajouter quelques autres concepts qui là viennent directement du machine learning, des problématiques qu'on a avec le machine learning, qui sont les concepts de continuous training, donc réentraînement du modèle, c'est pour compléter la boucle on va dire, et de continuous monitoring qui est aussi primordial, qui est avoir du monitoring très poussé sur notre modèle en production pour se rendre compte de, j'ai pas envie de spoil, de se rendre compte essayer de détecter les triggers qui vont faire qu'on va réentraîner le modèle. Voilà, sans spoil. Donc du coup, ce qu'on va délivrer en tant que machine learning engineer, c'est plus juste des binaires qui prennent à peu près au maximum quelques heures à se build, mais cette fois-ci, on va build des modèles de machine learning qui eux du coup prennent quelques semaines des fois, enfin quelques jours ou voire quelques semaines à s'entraîner. Donc c'est des grosses workloads d'entraînement. Ça va ramener ses propres problématiques aussi juste après, on va le voir. Et je pense un des trucs les plus importants de ce tableau que vous devez retenir, la responsabilité qu'on a. En tant que software engineer, on ship du code et la responsabilité qu'on a, c'est le code source, qui va venir être compilé et tout, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le truc qu'on maintient, c'est du code source. Dans le cycle de vie d'un modèle de machine learning, il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en compte que du code source. Notamment, on a le code source qui permet d'entraîner le modèle et de faire d'autres étapes de notre pipeline. Néanmoins, on va aussi devoir avoir de la responsabilité sur la donnée. La donnée, c'est littéralement, d'ailleurs, boum, on le voit là, c'est mon petit premier point. La donnée, c'est une brique élémentaire pour créer un modèle de machine learning. C'est littéralement
plus de un tiers du modèle de machine learning. Enfin, si vous avez un dataset qui est pourri, votre modèle sera pourri, c'est sûr. Donc, il va falloir qu'on le maintienne, ce dataset. C'est littéralement un métier, hein, ça s'appelle le métier de data scientist, clairement. Donc, je disais, on a la responsabilité sur la donnée, on a la responsabilité sur le code, et on a aussi la responsabilité sur le modèle lui-même. Il va falloir qu'on le... du coup, ça fait la jonction avec mon deuxième point. Les modèles de machine learning se dégradent dans le temps. Donc si je ship un modèle, je le mets en production, il va tourner, il va avoir une super bonne accuracy et je vais être très content de ça. Mais peut-être que dans 2-3 mois, bon, ça dépend des modèles, il va être complètement obsolète et il va commencer à donner des résultats aberrants. Ça, c'est dû à plusieurs facteurs qu'on appelle des facteurs de drift en fait. Ça intervient à plusieurs étapes de vie du modèle de machine learning, mais en gros, pour vous faire les choses très simples, par exemple, je crée un modèle de machine learning qui me permet de faire un modèle de recommandation, ok? Donc, exemple YouTube, ok? Je vais venir modéliser à un instant T les comportements de mes utilisateurs. Il y a tel trend qui est cool, il y a tel trend qui est cool et tout. Quand je vais shipper mon modèle de machine learning, il va correspondre à mon use case au moment où je l'ai entraîné. Donc il va réussir à détecter tel trend ou tel trend. Sauf que d'ici 1 mois, 2 mois, un truc comme ça, les comportements humains, ils auront changé eux. Et donc en fait, mon modèle, il va plus réellement correspondre à ce que mes comportements humains attendent d'un algorithme de recommandation, quoi, qui est de suivre la trend. Ça, c'est ce qu'on appelle le concept de data drift. Donc c'est le dataset, il s'éloigne de ce qu'il était avant dans le temps. Il y a plein d'autres concepts de drift, même dans le cœur du modèle qui rentrent en jeu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous expliquer, mais au moins vous avez un petit peu le pourquoi du comment. Un modèle de machine learning, c'est quelque chose qui se dégrade en fonction du temps. Ce qui veut dire qu'il va falloir le réentraîner. Dès qu'on commence à détecter que le modèle il ne correspond plus à notre use case, et qui commence à dire un peu n'importe quoi, il va falloir qu'on le réentraîne. Et c'est d'où le concept de continuous training. Ensuite, l'entraînement d'un modèle de machine learning, c'est je ne peux pas prédire. Donc je ne peux pas dire que si j'utilise tel et tel paramètre pour mon entraînement, tel réglage, mon modèle il va augmenter en accuracy, il va baisser en accuracy, ou il va avoir telle accuracy. Ça veut dire que on est obligé un peu de tâtonner. D'ailleurs, c'est vraiment littéralement 50% du job d'un ingénieur machine learning, c'est de tâtonner, d'essayer de modifier, ça peut être l'algorithme, ça peut être les paramètres, etc., ou modifier un tout petit truc dans le code pour essayer d'optimiser notre modèle. C'est littéralement leur métier, quoi. Ou au moins 50% de leur métier. Et ensuite, dernière étape, la validation de mon modèle. Donc une fois que je l'ai entraîné, que j'ai un modèle à un instant T et qui me dit oui, il a telle accuracy, même la validation en elle-même, elle est hautement statistique. C'est-à-dire qu'en fait, pour valider mon modèle, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais split mon dataset, une partie pour l'entraînement et une partie pour pouvoir le valider. Cette partie-là, la seule chose que je peux dire, en fait, une fois avoir validé mon modèle, c'est sur cette partie de mon dataset, mon modèle a tant d'accuracy. Ça ne veut pas du tout, mais pas du tout dire qu'en production, mon modèle, il aura tant d'accuracy. Et qu'ensuite, quand je le ship, il va correspondre à mes besoins. Donc en fait, souvent, ça nous arrive en production de shipper des modèles et de se rendre compte qu'ils sont mais à chier, quoi. Ils sont vraiment, ils ne correspondent pas du tout à ce qu'on voulait, et donc du coup, il faut qu'on roll back. D'où l'importance d'avoir à toute étape de la chaîne de vie de notre modèle, notamment en production, du monitoring très complet du comportement de notre modèle. Et ça, c'est une des briques élémentaires du concept de MLOps. Donc là, il y a un petit tableau, bien évidemment, vous ne voyez rien, c'était pas le but, c'était juste pour vous montrer que c'est un écosystème qui est gigantesque, et encore le tableau, je crois qu'il date de 2021, un truc comme ça. Et chaque carré que vous voyez, c'est une brique élémentaire du concept de MLOps. On n'aura pas du tout le temps de tout voir, bien évidemment. Donc nous, on va essayer de se concentrer un petit peu sur les briques élémentaires, les requirements qui font qu'on peut avoir après derrière un pipeline MLOps.
Mais je vous invite, si jamais ce talk vous a intéressé, à faire vos recherches et tout. Si vous voulez, vous pouvez venir vers moi et je vous donnerai des petits papiers de recherche qui sont super intéressants sur le sujet. Bref, voilà, il y a de quoi faire si vous êtes intéressé. Alors, je vais vous faire une petite démo très 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 rapide parce que je n'ai pas forcément le temps. Hop, voilà, incroyable. Donc juste ici, j'ai un petit... Non, ça c'est mes dot files, ça. Juste ici, j'ai un petit repo qui me permet de générer un modèle de prédiction de match e-sport CSGO. Donc deux teams e-sport, c'est elle qui gagne ou des trucs comme ça. Bon, le dataset, il date un peu, hein, 2018, donc essayez pas ça en production, vous allez perdre de l'argent. Bref, juste pour vous dire que ici, c'est tous mes Jupyter Notebook, donc tout mon code Python qui me permet de vraiment qui fait toute ma chaîne. Donc de la partie agréger la donnée pour en construire un dataset, filtrage, extraction de ce qu'on appelle les features, c'est-à-dire les comportements qu'on veut que le modèle il apprenne, entraînement du modèle lui-même, upload ça sur un registry, déployer le modèle, etc., etc. On remarque un petit pattern, c'est qu'en fait on a vraiment un schéma qui se dessine. Pour construire un modèle et aussi l'opérer, il y a vraiment un set d'étapes claires. Et ça, en fait, on peut en construire, en fait, on peut l'automatiser tout simplement. Donc, c'est ce que les gens qui ont essayé de réfléchir au concept de MLOps ont commencé à faire au tout début. Ils ont commencé à essayer de faire du pipelining. Donc là, ici, vous voyez un petit exemple de pipeline très classique. On a les étapes de préparation de la donnée, développement du modèle, entraînement, etc., etc. Ce qui est important à retenir, c'est que on pourrait facilement, on pourrait essayer de faire du pipelining avec des logiciels de CI/CD classiques type GitLab CI, etc. Bon courage, parce que nos étapes de pipelining, donc c'est-à-dire par exemple mon étape d'agrégation de mon dataset, ou alors mon étape de pré-processing, c'est des étapes qui sont super liées aux inputs et aux outputs. Donc ils prennent de la donnée qui est souvent très lourde, ça peut être un dataset de terabytes ou des trucs comme ça, et ils en produisent de la data qui est aussi super lourde. Donc on a des outils beaucoup plus adaptés que des logiciels de CI/CD classiques pour faire ça. C'est ce qu'on appelle des orchestrateurs de pipeline, en gros. Je crois que j'ai pas, malheureusement... Ouais. Dans mon cours, j'avais une petite slide avec les outils, mais en gros, vous avez des outils comme Airflow, NiFi, ne faites pas NiFi, ou Kubeflow, des trucs comme ça, qui permettent de faire du pipelining grâce à un orchestrateur. Dans ma démo, vous allez voir, j'en utilise un qui s'appelle Kubeflow Pipeline, qui vient d'une solution un peu plus grande d'essayer de construire une plateforme machine learning qui s'appelle Kubeflow, du coup. Je vais vous montrer ça juste après. Vous savez quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite, en fait. Allez. Hop. Donc, on retourne sur mon repo. Donc, j'ai mon notebook. D'ailleurs, voilà un petit exemple de code très simple qui vient chercher... non, c'est pas ça. Qui vient chercher sur un S3 mon dataset. Ça, c'est la partie pour simuler la partie agrégation de données. Pour du pré-processing, je prends un dataset et je le transforme en quelque chose d'ingérable par mon modèle. Bref, des trucs comme ça. Ce qu'on peut voir, par exemple, on va prendre mon étape de pré-processing. Retenez un petit... Vous voyez ou pas un peu où il faut que je zoome? C'est OK? Parfait. Donc, il y a un petit code ici. Et en fait, ce que je vais venir faire, moi, derrière, hop, dans mon dossier SRC, je vais venir designer ce que j'appelle des composants. Les composants, c'est des étapes de pipeline. Donc, je vais faire un parallèle avec votre GitLab CI ou votre GitHub Action. Vous avez des étapes qui s'exécutent séquentiellement. Là, c'est exactement la même chose. Donc, on retrouve ici exactement le même code que je viens de vous montrer. En fait, c'est tout simple. Hein. Pour designer un component sur Kubeflow Pipeline, c'est juste une fonction Python, un petit décorateur type component, une image Docker, parce que chaque composant est exécuté dans une image Docker séparée, quelques inputs,
quelques outputs aussi que mon component va produire. Donc ici, par exemple, l'état de pré-processing, je prends mon dataset avec mes features à l'intérieur, et ce que je vais faire, c'est que je vais le split en un dataset d'entraînement, dataset de testing, comme je vous ai dit. Et donc voilà, très simple. Tous mes components, c'est vraiment juste des fonctions Python. Et ensuite, derrière, je vais venir designer mon pipeline, pareil, dans une fonction Python, avec un décorateur pipeline, quelques inputs qui me permettent de paramétrer mon pipeline, on va le voir juste après, grâce à une UI. Et ensuite, ici, vous retrouvez mon component pool data, qui est exactement la fonction que j'ai utilisée. Avantage avec Kubeflow, c'est que grâce au SDK, on peut facilement mettre des secrets, des variables d'environnement, monter des volumes, etc. dans nos conteneurs de components. Ça, c'est vachement efficace et vachement pratique pour le coup, parce que ça permet d'abstraire les concepts de Kubernetes aux ingénieurs machine learning, parce que ça, le pipeline, c'est pas moi en tant qu'ingénieur MLOps qui le fait, c'est les ingénieurs machine learning. À la place d'avoir la responsabilité de produire un modèle de machine learning, maintenant, leur responsabilité, c'est de produire un pipeline qui lui-même va produire un modèle de machine learning. Donc c'est eux qui designent ce pipeline-là. Donc voilà, quelques étapes d'entraînement, etc. etc. Et ensuite, moi, ce que j'ai juste à faire, je fais un petit UV run compile. Ça va compiler mon pipeline en un fichier YAML. Et ensuite, je fais un petit UV run upload. Attention, est-ce que ça marche? Boum! Donc là, il me dit, je upload une nouvelle version sur l'interface Kubeflow du pipeline CSGO Match Predictor Train. Voilà. Donc on va aller voir ça tout de suite. Hop. Kubeflow. Si je vais dans la partie pipeline, ici, vous retrouvez bien mon pipeline juste ici. Si je clique, on a un petit graphe. Allez, bro. On a un petit graphe, on est censé avoir un petit graphe de tous nos components. Donc ici, je retrouve mon component pool data, ou celui que je vous ai montré, celui de pré-processing. On voit leurs inputs juste ici, et leurs outputs juste là. Et du coup, ce que je vous invite à faire, ce que je vous invite à vous montrer, hop, vite fait, on va switcher de namespace, NSKubeflow Gomez. Hop, ça c'est mon namespace personnel dans lequel mes pipelines vont s'exécuter. On va lancer un run du pipeline en prenant experiment default classique. Ici, vous voyez qu'on retrouve mes réglages d'entraînement. Donc, bon, je vais pas expliquer, j'ai pas le temps, hein, mais bon, ceux qui savent faire du machine learning reconnaissent vite fait quelques types d'hyperparamètres. Je vais lancer mon petit entraînement. Et là, mon entraînement est en train de se lancer. Donc normalement, si je vais dans mon Kubernetes, là, vous voyez, hop, il y a déjà un pod qui a commencé, trié par âge, il y a un pod qui a déjà commencé à s'exécuter. Alors là, en l'occurrence, ça va être très rapide parce que tous mes composants sont cachés. C'est l'avantage avec Kubeflow Pipeline, c'est que il est plugué à un S3. Tous vos inputs, outputs, il va les uploader sur un S3. Et l'avantage de ça, c'est que du coup, si le code de vos components ne change pas, il n'y a pas besoin de réexécuter le pipeline en fait. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc, par exemple, ici, là, je vois mon output. Et si je clique sur ce petit lien min.io, qui en fait derrière n'est pas un min.io mais un seaweed.fs, est-ce que je l'ai dans mes downloads? Je devrais l'avoir. Oui, voilà. Hop, j'ai mon petit dataset d'entraînement qui est là, vous voyez. Donc bon, c'est un peu indigeste, hein, c'est un CSV. Mais en gros, ce que je veux vous montrer, c'est que chaque étape, on peut aller les visualiser parce que tout ça est upload dans un S3 en fait. Donc ça, c'est assez pratique pour débugger notamment les composants qui s'exécutent. Voilà, admettons il y a un composant qui n'a pas produit un dataset comme je le voulais, eh ben, je peux aller voir le dataset qu'il a produit, le télécharger sur le S3, débugger ça en temps réel et ensuite adapter sur mon composant. Ça c'est vachement cool pour les ingénieurs machine learning quand ils travaillent. Et donc voilà, on va laisser le petit pipeline s'exécuter au fur et à mesure. Là, vous voyez, on est à la partie hyperparameter tuning, bref. On va continuer un petit peu sur nos slides maintenant. Donc on a parlé de pipelining. Maintenant, un truc que j'ai envie de vous présenter rapidement, c'est le concept de model registries. Donc on l'a vu juste avant, je vous ai dit que quand on fait du software engineering, on produit un binaire.
on a déjà, ça existe. Enfin, ce binaire, on va pas le laisser en local sur la machine. On l'upload dans un registry. Ça peut être un conteneur registry quand on fait une image Docker, ou même voilà, n'importe quel registry, un pip, Node ou des trucs comme ça. Et ben pour le machine learning, on a aussi nos propres modèles registries. Donc c'est vraiment des registries qui vont stocker sur un backend, souvent S3, nos modèles de machine learning dès qu'il y a une nouvelle, dès qu'on a lancé un nouveau run, quoi. L'avantage de ça, bon bah ça hérite de tous les avantages qu'on a à faire du registries pour des binaires, le versionning, la collaboration, tous ces trucs là comme ça. Et notamment, un truc que nous, on a beaucoup greffé au modèle registries dans les concepts de machine learning, c'est ce qu'on appelle le concept d'experiment tracking. En fait, pour un ingénieur machine learning, c'est assez intéressant dès qu'on lance un entraînement, de pouvoir visualiser dans des graphes l'entraînement, est-ce qu'il se passe bien, de pouvoir comparer les entraînements entre eux, etc. Et ensuite aller visionner notre modèle. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que nos modèles registry, c'est pas juste des trucs qui stockent des fichiers sur un S3, mais ils nous permettent aussi de visionner tous nos entraînements et de les comparer entre eux. Donc là, je peux vous faire une petite démo rapidos. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai utilisé MLflow parce que c'est un petit peu plus visuel pour vous, qui est du coup un modèle registry. Si il veut bien s'ouvrir. Ça lag un peu. Ah, voilà. Donc, là, je suis sur l'interface MLflow. Si je vais dans mes experiments et que je vais dans CSGO Match Predictor Kubernetes, donc qui est le run que j'ai lancé juste là, normalement, on devrait retrouver... On devrait retrouver la liste de mes runs passés. Et quand je vais sélectionner une run, je vais pouvoir visualiser l'évolution de l'accuracy de mon modèle dans le temps. Je vais pouvoir visionner les paramètres que j'ai utilisés pour cette run spécifique. Bon, bro, le MLflow est peut-être cassé. Eh bah, fallback. Normalement, j'ai de quoi fallback. Ouais, hop, tac, normalement, voilà. Donc on voit ici mon interface MLflow, sur les experiments, je peux sélectionner Kubernetes, et là-dedans j'ai la liste de mes runs, voilà. On voit bien qu'il y a plusieurs informations, quand est-ce que la run a été créée, le dataset qu'il a utilisé, la durée de l'entraînement, les modèles que ça a produit, et si je clique sur le run, tac, 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 tac. Là, on voit les métriques de mon modèle, les paramètres que j'ai utilisés, les deux modèles que ça a produits. Et dans la tab modèle metrics, ici, on voit l'évolution de mon accuracy du modèle en fonction des époques et de l'entraînement. Donc voilà, c'est une bonne façon pour les ingénieurs machine learning de collaborer ensemble. Bref. Donc, maintenant, on a parlé de modèle registries, donc c'est bien, on a un pipeline qui nous permet de créer un modèle et qui nous permet de l'uploader sur un registry. Un truc qui peut être intéressant de faire, notamment quand on commence à être une grosse boîte et qu'on a un gros modèle et un entraînement qui dure très longtemps. Là pour l'instant, vous l'avez vu, mon étape d'entraînement c'est un component, ça s'exécute dans un conteneur. L'avantage le désavantage, c'est que j'ai un conteneur qui est mappé sur un GPU, c'est pas très scalable tout ça. Dans le milieu du machine learning, on a réussi à trouver des solutions pour accélérer l'entraînement, notamment diviser l'entraînement d'un modèle en plusieurs batchs qu'on va pouvoir paralléliser pour ensuite agréger les résultats de ces batchs et construire un modèle entier. On peut aussi profiter de ça dans la suite que je vous ai montrée, Kubeflow. Donc voilà, petit schéma vite fait de ce que là on a actuellement. On a un job qui utilise un GPU et c'est tout, sur un seul nœud. Ensuite on a un autre type d'entraînement. Là on reste sur le même nœud, mais on peut diviser un job en plusieurs batchs et chaque batch va être assigné à un GPU et là on peut paralléliser l'entraînement. Et ensuite il y a le truc de gros nerd qui est vraiment ce qu'on appelle l'entraînement distribué. Vu que je peux prendre un job d'entraînement de machine learning et le diviser en plusieurs process, je peux très bien mettre ces process sur différents nœuds.
Alors, c'est très pratique, surtout pour les énormes boîtes qui utilisent des centaines de GPU pour entraîner, parce que forcément, avoir des centaines de GPU sur la même machine physique, bon courage. Mais le problème de ça, c'est que vous avez intérêt à avoir un réseau qui est nickel. Parce que sinon, vous allez introduire de la latence de communication de nœud à nœud. Et là, ça commence à être problématique s'il y a de la latence là-dessus. Et en fait, vous n'allez pas du tout réussir à faire ce que vous voulez. Bon, bien évidemment, je n'ai pas encore un repo qui permet de faire de l'entraînement distribué aussi poussé que ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est commencer à essayer d'utiliser un petit peu le trainer Kubeflow. Comme ça, je vous montre un petit peu comment ça marche. Et en fait, après, ensuite, faire de l'entraînement distribué, c'est juste dire, regarde, j'ai plusieurs nœuds, et t'entraînes sur plusieurs nœuds. Voilà. Hop. Donc, du coup, sur mon petit repo, dans la partie training, ici, je vais faire un appel au client au trainer. Je vais appeler la fonction train. Je vais lui donner le runtime que je veux utiliser. En l'occurrence, là, mon modèle, c'est un modèle TensorFlow. Donc, du coup, ça va prendre le runtime TensorFlow. Je vais lui dire... c'est où? C'est juste là. Je vais lui donner ici une fonction qui est en fait juste mon code d'entraînement. C'est la fonction train qui me permet d'entraîner mon modèle. Donc voilà, du code typique pour entraîner un modèle de machine learning, j'ai envie de dire, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Enfin, il n'y a rien de anormal là-dedans. Donc je lui donne ma fonction, je lui donne les arguments, donc notamment mes paramètres et certains trucs pour uploader sur MLflow l'expérience. Je lui donne ici mon nombre de nœuds. Donc pour l'instant, moi là ça tourne sur mon Homelab, donc je vais prendre qu'un seul nœud, j'ai pas de quoi avoir plus. Je vais lui donner les ressources par nœud dont j'ai besoin. Bien évidemment, je pourrais ici utiliser un GPU, hein. Rien ne m'empêche de faire ça. En l'occurrence, dans mon Homelab, je n'ai pas de GPU parce que je n'ai pas d'argent. Donc je ne vais pas utiliser ça. Je lui donne les dépendances de ma fonction train pour qu'après lui derrière il installe Panda, TensorFlow, tous les trucs dont j'ai besoin pour MLflow par exemple, tous les trucs dont j'ai besoin pour entraîner, quelques variables d'environnement. Et ensuite, ce que ça va faire, c'est que ça va faire spawn. Est-ce que je le fais là? Est-ce que j'ai le temps? Alors, en vrai, j'ai pas le temps, donc je vais juste vous montrer le résultat. Quand j'ai exécuté mon component, on l'a vu, on le voit ici, si ça appelle le trainer, ça va mettre en place ici mes nœuds. Ça, c'est mes nœuds d'entraînement. Et quand je vais dedans, est-ce que j'ai les logs? Oui, j'ai les logs. Hop, j'ai mes logs d'entraînement. Voilà. Et vous voyez que là, il a uploadé sur MLflow avec tel experiment, tel ID, etc. Et donc, si mon code d'entraînement gère le training distribué, je peux très bien dire j'entraîne sur plusieurs nœuds. Et ensuite, dans mon code d'entraînement, je vais gérer la logique de connexion entre les nœuds. Et puis après, faire mon entraînement distribué. Voilà. Donc là, c'est bon pour le training. En plus, on a un peu de temps, c'est pas mal. Maintenant, c'est bien beau. On a un modèle, il peut s'entraîner, il upload sur un modèle registries, mais pour l'instant, il n'est pas mis en production là. Il est juste prêt à être mis en production. C'est là qu'intervient le concept de model serving. Donc, le but, c'est de dire, on prend un modèle de machine learning avec un runtime. Là, en l'occurrence, pour mon modèle, ça sera TensorFlow, mais on peut utiliser PyTorch, scikit-learn, plein de runtimes différents. On va prendre ce modèle et on va le servir derrière une interface HTTP, gRPC, peu importe, une interface qui va pouvoir être utilisée à la demande par n'importe quel service. Dans ce milieu-là, on a toujours Kubeflow qui a fait une bonne avancée pour le coup, qui a défini une spec pour une API d'entraînement, tout simplement. L'avantage de ça, c'est que en fait, ça permet de loader plusieurs modèles dans notre serving runtime. Ça permet de les utiliser indépendamment les uns des autres. Et aussi, ça permet de se brancher à d'autres composants du MLOps, comme des feature stores, qu'on n'aura pas le temps de voir, je suis navré. Ça permet aussi tout ce qui est latence très faible, gros volume de données en input,
On peut aussi mettre en place plusieurs versions de notre modèle dans le service d'inférence pour pouvoir après appeler plusieurs versions de ce modèle et faire des comparaisons entre les résultats de chaque modèle. Bref, voilà. Et si je vous montre rapidement, donc toujours, je reviens sur mon interface Kubeflow. Si on regarde dans ma run ici, je dois avoir un component qui a déployé. J'ai un component ici qui déploie mon service d'inférence. Donc pareil, ça va utiliser le SDK de Kubeflow, ça va créer un service d'inférence, ça lui dit je veux que tu utilises c'est ici, je veux que tu utilises tel modèle au protocole V2. Ici c'est l'URL de mon modèle qui est stocké sur MLflow, enfin sur le back-end d'MLflow. Je lui donne le format de mon modèle et ensuite lui il va juste me dire oui pas de souci. Ah c'est encore en train de tourner. Bon, lui il va juste me dire oui pas de souci, je te déploie le modèle sur tel endpoint. Hop, là j'ai mon CSGO Match Predictor qui est déployé et si je clique je vais avoir les details. Alors il y a une petite erreur apparemment. Mais il va dire je te l'expose sur tel endpoint, etc. Oups. Et on peut aller faire un petit test. Si on regarde sur Kubernetes, hop, ici j'ai le déploiement de mon modèle, juste ici. Donc via Kserve, moi le seul truc que j'ai fait c'est créer via le SDK une custom resource qui va déployer mon service d'inférence. Je vais faire un petit port forward, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Non, 80 et 81. Hop. Ici j'ai un petit Jupyter Notebook qui permet de tester, qui fait un curl, hein, voilà, juste ici, qui fait un curl sur mon port forward, sur l'API de modèle, qui appelle mon modèle CSGO Match Predictor, et qui va faire de l'inférence, qui va dire je veux que tu me dises entre tel team et tel team laquelle va gagner, tout simplement. Donc faisons ça, hop, rapidos, il faut que je load le kernel. Hop. On run le notebook. Voilà, il fait un curl, donc sur mon port forward, et là il dit entre la team Rugrats c'est Bad News Bears, le winner c'est Bad News Bears et la probabilité de victoire de Rugrats c'est 16,42%. Voilà, bref. Notre modèle est utilisable, c'est le but de la démo surtout. Donc voilà. Maintenant on a un pipeline qui nous permet d'entraîner notre modèle, de le stocker et de le mettre en production. Donc là, techniquement, le modèle est utilisable. Par contre, souvenez-vous ce que j'ai dit en début de talk. Je vous ai dit qu'un modèle, ça se dégrade en fonction du temps. Donc nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est du monitoring de notre modèle. Il va falloir, en fait, tout l'intérêt du continuous monitoring dans le MLOps, c'est se rendre compte de si le modèle s'est dégradé avant l'utilisateur. Comme ça, l'utilisateur, lui, il croit que c'est le même modèle et que, oh, comme par magie, le modèle, il apprend tout en temps réel, etc., etc. C'est vraiment l'objectif de ça. De quoi on peut se servir? On peut se servir des métriques système classiques, l'utilisation mémoire, CPU du modèle. Bon, ça, c'est bien pour monitorer le health, la vie de notre pod, mais c'est pas très bien pour monitorer est-ce qu'il s'est dégradé ou pas le modèle. Derrière, on peut aller récupérer des métriques sur les prédictions du modèle, donc les prédictions en live. C'est-à-dire pour 10% des appels sur mon modèle, je vais venir récupérer ce que lui il a prédit et je vais venir comparer ça au dataset de testing pour voir s'il y a eu un changement de comportement. Est-ce que les données que les utilisateurs m'envoient, elles ont changé par rapport à il y a 3 mois quand j'ai entraîné mon modèle. Si c'est le cas, ça veut dire que notre dataset il est peut-être un petit peu outdated et qu'il faudrait essayer de le reconstruire, d'ajouter de nouvelles entrées dedans pour réentraîner le modèle.
Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir des early warnings. Donc le but c'est de se rendre compte très rapidement de si le modèle se dégrade ou pas. Ensuite, on peut avoir des métriques au niveau des features, donc c'est-à-dire quelle feature pèse le plus dans la prédiction du modèle, laquelle est le plus important selon lui, pour après derrière essayer de dire bon bah cette feature maintenant elle est plus trop utile, donc dans mon futur dataset je vais essayer de la dégager. Ensuite, on peut utiliser ce qu'on appelle des concepts de model explainability. Là, c'est vraiment dire, donc brancher brancher une fonction à notre modèle qui, en temps réel, quand le modèle fait des prédictions, va essayer d'expliquer, va essayer de dire quelle feature, quelle composante que moi je lui ai envoyée a le plus pesé dans la prédiction qu'il vient de me faire ici en live. Ça c'est plutôt pratique pour les ingénieurs machine learning pour se rendre compte de qu'est-ce qui est important ou pas dans la décision du modèle, pour après derrière l'optimiser. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle de la drift detection. Donc il y a plein de modèles en production qui nous permettent on branche ça à nos données et eux ils essayent d'explorer le comportement de la donnée et de voir si elle commence à dériver du comportement qu'on a eu dans le dataset d'entraînement. Ça c'est vraiment quelque chose qui retrigger un entraînement obligatoire parce que ça veut dire que nos utilisateurs ont changé de comportement et qu'il faut qu'on réentraîne le modèle derrière. On a aussi le concept d'outliers detection. Le but là, c'est de dire j'analyse mon dataset et tous les éléments qui sont vraiment... Donc souvent un dataset, le but c'est de modéliser des comportements. Les comportements, ils forment des clusters. Si tout le monde a un peu le même comportement, chaque entrées de mon dataset vont être dans l'espace vectoriel que le modèle crée, proches les unes des autres. Les outliers, c'est vraiment des entrées dans le dataset qui sont ultra loin du cluster que forme notre dataset. Et ça, souvent, vu que le but de notre modèle, c'est de faire une espèce de moyenne de notre dataset, si on a des outliers, la moyenne, elle va essayer elle va drifter vers l'outlier et ça va biaiser notre modèle. Donc on peut essayer aussi d'analyser notre dataset là-dessus pour essayer de dégager ces outliers avant qu'ils arrivent en production. Ça arrive souvent aussi. Et ensuite, on a aussi des concepts de bias detection. Donc c'est vraiment essayer d'analyser le comportement du modèle en live et ensuite de détecter s'il y a des biais envers une feature. Donc je peux prendre un exemple, je fais un modèle qui prédit le prix d'un appartement en fonction de plusieurs paramètres. Si le paramètre surface de mon appartement, il est utilisé il commence à utiliser 90% des prédictions de mon modèle, que mon modèle l'utilise à 90% dans ses prédictions. Peut-être qu'il y a un petit biais à ce niveau-là et que d'autres paramètres qui auraient pu être plus importants n'ont pas été priorisés par le modèle. Et tout ça, c'est vraiment des mécanismes qu'on peut essayer de faire en live sur la donnée quand elle arrive dans le modèle, ou alors sur les prédictions du modèle lui-même. Et avec tout ça, on est plutôt paré à monitorer notre modèle, faire du réentraînement, etc., etc. Et on a une bonne petite stack MLOps si jamais on arrive à implémenter tout ça. Ok, donc je pense que c'est tout pour le monitoring de modèle. Ce qui est bien, c'est que j'ai du temps, vu que j'ai un peu speedrun mon talk. Et ça, c'est cool. Les questions, c'est censé être après ou après le timer. Donc là, c'est-à-dire j'ai genre... Ah, voilà, là j'ai 5 minutes pour les questions. Peut-être du coup, là déjà, si vous avez des questions. Sinon, je peux continuer. Il y a deux, trois concepts que j'ai envie d'expliquer encore. Donc, déjà, je vais prendre des questions s'il y en a, et vous me dites. Wow, incroyable, 0 question. Ok, bah écoutez, je continue. Un des concepts qui est assez stylé en machine learning, c'est le
concept d'hyperparameter tuning. Donc ce qu'on appelle hyperparameter, c'est en fait les réglages de mon entraînement. Par exemple, le nombre de fois que sur lequel je vais repasser sur le dataset pour entraîner mon modèle, le nombre d'itérations que j'ai dans mon entraînement. Il y a vraiment plein de paramètres comme ça sur lesquels on peut influencer. Je vous l'ai dit en début de talk, le métier de machine learning engineer, c'est de faire du trial and error et de changer ces fameux paramètres-là. Et du coup, pourquoi on n'optimiserait pas tout ça? C'est ça qu'on appelle l'hyperparameter tuning. Donc le but, c'est vraiment de faire, au lieu de faire un gros entraînement avec des paramètres fixes et de dire « Ah bah merde, on s'est chié, on a changé tel truc et le modèle il est vraiment nul », on va faire plein de petits entraînements sur des bouts de notre dataset. On va faire varier les paramètres de manière automatique. Ce n'est pas les machine learning engineers qui font tout ça. C'est juste, on fait varier les paramètres plein de fois. Et ensuite, on va prendre tous les résultats. On va exécuter la validation dessus pour essayer de déterminer l'accuracy du modèle. Et ensuite, on va dire, pour toutes mes runs que j'ai faites, là je crois que j'en ai exécuté une vingtaine, pour toutes mes runs que j'ai faites, la meilleure accuracy que j'ai eue, c'est avec ces hyperparamètres-là. Et ensuite, on va dire, il y a moyen que si je prends ces hyperparamètres-là et que je le fais vraiment maintenant sur tout le dataset, je vais avoir des bons résultats et je vais peut-être augmenter l'accuracy de mon modèle. Donc c'est ça le concept de hyperparameter tuning. Et ça, c'est aussi faisable dans notre petite plateforme Kubeflow. Je vais vous montrer ça très rapidement. Tac. Ok, 3 minutes, c'est incroyable. Est-ce que j'ai le temps de le lancer? En vrai, on va essayer de le lancer, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de lancer tout ça. Je vais sur mon Jupyter Notebook. Hop. Donc là, je lance les choses manuellement. Bien évidemment, j'ai un component qui me fait ça dans le pipeline. C'est juste pour vous montrer là. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est ma fonction d'entraînement qui est juste ici. Le seul truc que j'ai changé dans ma fonction d'entraînement, c'est que maintenant, je l'ai wrappé dans une fonction qui s'appelle objective, qui va venir justement faire varier les paramètres qu'on voit juste ici de mon entraînement et l'exécuter plusieurs fois. Donc voilà, tout mon code d'entraînement, etc. etc. Je crée une ressource de type experiment, hyperparameter tuning, je lui donne le job d'entraînement que je vais utiliser, le code que je vais utiliser, qui est injecté par cette variable-là. Let's go, on va essayer de loader tout ça. Il y a peut-être moyen qu'il faille que je que je supprime cet expériment-là. Voilà, on va réexécuter ça. Non, arrête-toi. Non, stop. Run all. Hop, voilà, ça a créé mon experiment, yes. Et là, on voit, je vais trier par âge. Ici, là, on voit qu'il y a des conteneurs qui sont exécutés. Donc, en fait, ça utilise la même API que le trainer. Ça va créer juste plusieurs entraînements avec différents paramètres. Ça va attendre le résultat de l'entraînement. Alors là, pour le coup, ça va prendre du temps parce que là, je lance une vingtaine d'entraînements là. Donc, ça va nous prendre un petit peu de temps. Mais derrière, ici, quand je vais dans mon Katib Experiments, dans mon UI, là, on voit qu'il y a un truc qui est en cours. Je vois tous les détails de mon experiment. Ici, les trials qui sont en train de se faire, les paramètres qu'il a utilisés pour chaque trials. Et dans l'overview, ici, j'aurai un dashboard une fois qu'il y a un ou deux entraînements qui seront terminés. Ça va prendre un petit moment, donc je ne sais pas si on va avoir le temps. Mais en gros, ce que je vous ai montré ici, c'est un screen d'un hyperparameter tuning qui est terminé. Donc petit à petit, le dashboard va se construire. Et je pense que j'ai plus le temps pour le reste. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Ah, attends, il y a une question. On a le time encore. Vas-y, fonce, t'inquiète. Pas pendant l'entraînement, c'est une fois que l'entraînement est terminé. Dans ton dataset, tu vas faire une partie validation et tu vas juste run le modèle sur ce dataset de validation dont tu connais les résultats, bien sûr.
et tu vas venir juste mesurer une accuracy. Non, le modèle monitoring, ça arrive plus en production. Une fois que le modèle il est déployé, tu vas venir monitorer toutes les métriques que tu peux, notamment l'accuracy sur... en gros, ce que tu fais, c'est que tu peux aller chercher des nouvelles données, construire un espèce de nouveau dataset dont tu connais le résultat, tu envoies ça dans ton modèle et tu essaies de mesurer une nouvelle accuracy de ton modèle pour voir si elle a baissé ou pas par rapport à celle qui a été donnée dans l'entraînement. C'est la même méthode pour mesurer la dérive. C'est quoi que tu appelles la dérive? Le drift? Ouais. Ouais, c'est un des éléments qui pourrait nous dire ah là mon modèle il a drifté. Mais souvent on prend jamais une décision sur l'accuracy à l'ABC, hop on réentraîne. C'est plus genre il y a un ensemble il y a un ensemble de métriques qui ont commencé à se dégrader. Ah là il faudrait peut-être qu'on réentraîne. C'est plus ça. On ne prend pas une décision sur un, sauf si ton accuracy elle a baissé de 20%. Là, bien sûr, c'est un red flag, tu réentraînes ton modèle, quoi. Mais souvent, quand on trigger un réentraînement, c'est parce qu'il y a un ensemble d'arguments qui nous ont fait penser que là, il faudrait peut-être réentraîner, quoi. Ouais. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris ici à Polytech, dans la formation DO, celle qui organise l'événement. Et nous, on a eu des cours de DevOps. Je n'ai jamais eu un seul cours de MLOps. Alors là, en ce moment, ils en ont maintenant, parce que c'est moi qui les donne. Mais avant, on n'en a eu aucun. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ma boîte, j'étais SRE, quoi, en gros. Platform Engineer, et il y a un moment il y a une team data science qui s'est créée, ils ont dit ah bah du coup ça serait bien qu'on ait un Airflow, ça serait bien qu'on ait tel truc, et du coup toi tu commences à déployer des trucs pour les ingénieurs machine learning, et tu te dis ah c'est stylé ce concept là et tout, et en fait de fil en aiguille j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Un truc qui est cool si tu sais pas ce que c'est que le machine learning, c'est les tutos Kaggle, ils sont sympas. En tout cas du point de vue d'un ingénieur DevOps, moi j'ai bien aimé ça. Pour apprendre vraiment ce que c'est que le machine learning. Et après, derrière, bah, tu te construis un truc d'entraînement. Et puis, tu essayes maintenant d'appliquer du MLOps dessus. Tu essaies de te faire un petit pipeline. Comme si, dans ton projet perso, tu voulais faire une API. Et bah, après, une fois que l'API est faite, tu crées une CI/CD, tu crées de la production, du monitoring, etc. C'est vraiment la même chose, en fait. Ça arrive comme ça. On va arrêter les questions là. C'est pas grave. Je vous invite à continuer la Vous pouvez discussion me dehors laisser. par contre, parce que là on va avoir encore une pause de 10 minutes et après ça va être le dernier talk de la journée avant la scène ouverte. Voilà, merci beaucoup.